des trahisons ratées à la destruction de tunnels de drogue, en passant par Jésus de la cocaïne, jusqu'à utiliser une star de cinéma américaine excentrique pour faire tomber l'un des barons de la drogue les plus notoires de l'histoire. Voici 9 fois où les cartels ont défié les États-Unis et se sont fait humilier. 9. Opération Casablanca. En 1998, les douanes américaines ont frappé les cartels de Cali et de Juarez au portefeuille, là où ça fait mal. Après avoir envoyé des centaines de millions de dollars de drogue destructrice de vie aux États-Unis, les cartels se sont retrouvés face au défi de blanchir cet argent pour transformer leurs gains mal acquis en liquidités propres. La solution consistait à travailler avec un grand nombre de banques mexicaines et d'Amérique centrale qui étaient prêtes à fermer les yeux, tant qu'une partie des bénéfices remontait vers le haut en guise de remerciement. Les douanes ont lancé l'opération Casablanca, une des plus grandes opérations anti-blanchiment d'argent de l'histoire, pour y mettre un terme. C'était une enquête secrète de 3 ans menée dans 6 pays, qui a abouti à plus d'une centaine d'arrestations, à la saisie de dizaines de millions en argent blanchi, de 2 tonnes de cocaïne et de 4 tonnes de marijuana. Comment les douanes ont-elles réussi ce coup ? En 1995, ils ont infiltré les opérations financières des cartels de Cali et de Juarez au plus haut niveau. Des agents ont été placés pour découvrir et étudier la magie noire financière qui se déroulait en coulisses. Les enquêtes ont révélé que 12 des 19 plus grandes institutions bancaires du Mexique étaient d'une manière ou d'une autre impliquées dans des schémas de blanchiment d'argent des cartels. En suivant les flux d'argent liquide, ils pouvaient impliquer de nombreux fonctionnaires et membres des cartels dans ce vaste réseau criminel complexe. La procureure générale Janet Reno, figure clé de l'opération, a déclaré « Nous avons réussi à perturber les réseaux de blanchiment d'argent qui alimentent le trafic international de drogue. » Les agents infiltrés jouaient souvent le rôle de faux courtiers, à la fois pour les cartels et pour les banques. Ils concluaient des accords pour cacher de l'argent sale qu'ils utiliseraient ensuite pour piéger les personnes impliquées. Mais ils ont découvert que les banques impliquées n'étaient pas seulement mexicaines. Des banques vénézuéliennes et une centaine de comptes bancaires américains étaient impliqués dans l'affaire. Même la Réserve fédérale a participé aux efforts de répression, en engageant des actions coercitives contre les banques étrangères, qu'Opération Casablanca avait révélées. En fin de compte, grâce au travail acharné du service des douanes des États-Unis, les cartels de Juarez et de Cali se sont retrouvés dans une situation humiliante. Mais l'argent n'est pas la seule chose que les autorités américaines prennent au cartel. 8. Démantèlement du tunnel de drogue de San Diego. Dites ce que vous voulez sur les cartels de la drogue, ils peuvent faire preuve d'une créativité extrême lorsqu'il s'agit de trouver des moyens de faire passer de la drogue aux États-Unis. Qu'il s'agisse de les cacher dans l'estomac de personnes, qu'ils appellent des body packers, ou de les dissimuler à l'intérieur d'animaux morts. Ils utilisent donc des narcos sous-marins, fabriqués sur mesure pour transporter de grandes quantités de stupéfiants sous l'eau, sans être détectés. Mais l'une des méthodes les plus ingénieuses des cartels, en particulier celui de Sinaloa dans les années 1990, est l'utilisation de tunnels de drogue. De nombreux tunnels sont creusés sous la frontière américano-mexicaine, permettant à d'immenses quantités de cocaïne de passer sous le nez des gardes-frontières chargés de les intercepter. Mais un cartel ne peut tenter sa chance longtemps avant de se faire attraper. En 2016, les autorités américaines ont découvert ce qui pourrait avoir été le plus long tunnel de cartel jamais trouvé, un passage souterrain, élaboré, utilisé pour la contrebande. Ce soi-disant super tunnel mesurait plus de 2600 pieds, menant directement de la frontière du Mexique à San Diego. L'extrémité mexicaine se trouvait au fond d'une cage d'ascenseur construite dans une maison appartenant au cartel à Tijuana. L'extrémité américaine se situait dans l'enceinte d'une entreprise de palettes, aussi détenue secrètement par le cartel. Les drogues étaient cachées dans une benne à ordures au-dessus du trou. La benne à ordures était déplacée vers un autre endroit pour distribuer les drogues à leur réseau de revendeurs, jusqu'à ce que tout le plan soit déjoué par le bureau du shérif du comté de San Diego, qui a vu plusieurs trafiquants charger la marchandise dans un pick-up. Ils sont intervenus, ont arrêté les impliqués et mené une descente sur le site du super-tunnel. Bien que ce n'était pas le premier super-tunnel du Mexique vers les États-Unis, en fait c'était même le 13e, c'était sans aucun doute le plus ambitieux. Les autorités de San Diego ont saisi une cargaison de près de 2200 livres de cocaïne et 14 000 livres de marijuana par ce tunnel avant de le fermer définitivement. Selon Laura Duffy, procureure du district sud de la Californie, c'était la plus grande saisie de cocaïne liée à un tunnel. Mais cela n'est rien, comparé à la valeur d'avoir retiré une bande de véritables tueurs de sang-froid, des ruses une bonne fois pour toutes. 7. Les Sicarios d'El Paso, le 28 décembre 2022. Un homme de 35 ans nommé Alonso Lamas Chavez a été assassiné par un homme armé d'un fusil devant le bar 1111 à El Paso, au Texas. Le tireur était monté dans un véhicule de fuite avec plusieurs complices inconnus.
s'éloignant de ce qui semblait être un acte de violence insensé. Mais la vérité était bien plus profonde, et d'une certaine manière encore plus sombre. En 2024, Brandon Alexis Garcia, 20 ans, a été arrêté par la police d'El Paso en lien avec le meurtre. Il s'est avéré que Garcia avait des liens avec un cartel de passeurs et agissait souvent comme sicario, ou tueur à gages, pour leur compte. Quelques mois après, Gael Hernandez Ruiz, 19 ans, un autre auteur du crime, a aussi été arrêté. On pensait qu'ils étaient 2 des 4 tueurs impliqués dans l'assassinat, et ensemble, ils dirigeaient un réseau de passeurs pour le compte de leur cartel de traite d'êtres humains. Ils faisaient y passer des immigrés sans papier, à travers la frontière sud dans des conditions dangereuses. Il y avait de nombreuses preuves reliant ces types au crime, allant de témoins, les plaçant dans la région à des photos publiées des hommes avec des fusils similaires à celui utilisé pour abattre Monsieur Chavez. Loin d'être des John Wick ou des Lalo Salamanca de fiction, ces sicarios étaient de véritables amateurs, et les autorités d'El Paso les ont largement ridiculisés pour leur criminalité bâclée. Que diriez-vous d'une autre victoire texane que les cartels ont vraiment ressentie dans leur portefeuille ? 6. 14 tonnes de cocaïne texane. En octobre 1989, les agents des stupéfiants du Texas ont marqué l'histoire en menant 2 raids incroyables contre les forces du cartel le même jour. Lors du premier, ils ont infiltré et assiégé une maison près de la frontière mexicaine. D'après Mike Cox, porte-parole du département de la sécurité publique, la maison était, je cite, littéralement bourrée de cocaïne, introduite en contrebande depuis Bogota, en Colombie. Et ce n'est pas une exagération. Ils ont découvert que la maison était remplie de sacs de sport contenant de la véritable poudre colombienne, pour un total hallucinant de près de 18 000 livres. 3 hommes ont été arrêtés en lien avec cette cachette complètement folle. Mais ce n'était pas la seule descente ce jour historique de frappes impressionnantes contre les plans du cartel. Un navire panaméen à destination des États-Unis a été intercepté par les gardes-côtes, qui l'ont fouillé et ont trouvé 4 300 kilos de cocaïne, soit exactement 186 millions de dollars de marchandises. 14 tonnes de cocaïne ont été saisies lors de 2 opérations. Cela s'est produit peu après la saisie de 20 tonnes de cocaïne dans un entrepôt en banlieue de Los Angeles. Inutile de dire que ce fut un très mauvais mois pour les marges bénéficiaires du cartel. Mais ce n'est rien comparé à la bizarrerie de notre prochaine victoire américaine contre les cartels. 5. Les douanes américaines interceptent Jésus de cocaïne, même si ce n'est pas du tout le coup le plus dur porté au cartel dans cette liste. Croyez-nous, il y a des choses vraiment incroyables qui arrivent. C'est probablement celui dont vous vous souviendrez le plus après la vidéo. Quand on parle de Jésus de cocaïne, on ne fait pas référence au surnom d'un trafiquant de drogue à longue barbe qui prétend pouvoir marcher sur l'eau. Non, on parle bien d'une véritable statue de Jésus-Christ entièrement faite de cocaïne. Tout commence avec un trafiquant de drogue appelé l'Araignée, son vrai nom étant inconnu, qui avait un plan génial pour faire passer pour 30 000 $ de cocaïne à travers la frontière à Laredo, au Texas. Et ce plan consistait à façonner la cocaïne en une statue de Jésus au look extrêmement kitsch, du genre de celle qu'on vend aux touristes des régions frontalières qui ont trop d'argent à dépenser. Mais l'araignée n'allait pas faire le coup lui-même. Non, il a proposé à une femme seulement 80 $ pour une quantité de cocaïne qui vaudrait la prison à vie, afin de la faire passer de l'autre côté de la frontière. Une fois la frontière franchie, un contact prendrait la sainte drogue jusqu'à Dallas, où l'araignée prévoyait de la découper et de la vendre à ses clients impatients. Ce plan a échoué, évidemment, lorsqu'un chien renifleur de drogue à la frontière s'est mis à paniquer en présence du Christ. Non, le chien n'était pas possédé, il sentait la drogue qui émanait de cette pièce tape à l'œil d'iconographie religieuse. La femme, ainsi que le contact à qui elle devait vendre la statue à Dallas, ont tous deux été arrêtés. L'araignée a réussi à s'enfuir avant que quelqu'un ne puisse l'arrêter pour sa part dans ce crime farfelu. La morale de cette étrange anecdote: si un dénommé l'araignée vous propose de passer une statue de Jésus à la frontière américano-mexicaine pour une somme dérisoire, mieux vaut décliner l'offre. 4. L'opération Tiburon a été l'une des nombreuses opérations anti-drogue extrêmement réussies de l'histoire des États-Unis. Cette œuvre détient un record du livre Guinness. États-Unis. L'opération Tiburon était une vaste opération conjointe menée par la Drug Enforcement Administration des États-Unis, la garde côtière américaine, le service des douanes des États-Unis et les autorités colombiennes. Le but était simple, perturber et potentiellement même démanteler les puissants réseaux de contrebande des cartels qui expédièrent des milliers de tonnes de marijuana aux États-Unis. L'opération, menée de la fin 1980 au début 1982, fut l'un des plus grands succès de l'histoire des efforts antidrogue américains, selon tous les témoignages.
C'était un exemple parfait de la puissance de la coopération internationale des forces de l'ordre. 3 grandes descentes ont été menées, avec l'utilisation de filets pour intercepter les colis de marijuana transportés par voie d'eau, 495 personnes arrêtées dans ce réseau, un coup dur pour les cartels de la drogue colombiens. Les autorités américaines ont saisi 1,7 million de livres de marijuana. Pendant ce temps, tandis que les autorités colombiennes, avec l'aide des Américains, ont pu saisir 4 700 000 livres supplémentaires. Cela fait un total de 6 400 000 livres de ganja retirés des rues en seulement 14 mois. 95 navires transportant illégalement de la marijuana ont été capturés, portant un nouveau coup aux opérations du cartel. Et à quel point ce coup était-il important? La quantité qu'ils ont pu saisir représentait pas moins de 20% du total de marijuana qui entrait chaque année aux États-Unis à cette époque. La valeur marchande de la marijuana saisie allait de 35,8 milliards à 46 milliards de dollars, et nous parlons là de l'argent des années 80. Ajusté pour l'inflation, ce chiffre serait encore plus incroyablement élevé. Le procureur général des États-Unis, William French Smith, l'a fièrement qualifié d'opération d'interdiction internationale de marijuana la plus réussie à ce jour, avec un record Guinness à l'appui. Discutons de la manière dont les États-Unis ont réussi à emprisonner 2 des plus puissants et dangereux trafiquants de drogue de l'ère moderne. 3. L'arrestation d'El Mayo. En tant que bras droit inestimable d'El Chapo pendant des décennies, on peut dire qu'Ismael El Mayo Zambada était le Michael Jordan du trafic de drogue. Dans les années 90, El Chapo et les débuts du cartel de Sinaloa étaient en guerre avec le cartel de Juarez pour la domination après l'effondrement du cartel de Guadalajara, et El Mayo a été le facteur décisif qui a apporté la victoire à son patron. Quand El Chapo a été emprisonné pour la première fois, El Mayo était l'homme de confiance pour reprendre les rênes. Grâce à ses talents de trafiquant indépendant, il a fait grandir le cartel, formant même des alliances avec d'anciens ennemis des Sinaloa. Il était aussi connu pour être insaisissable. Contrairement à beaucoup de ses collègues du cartel, il n'avait jamais été arrêté avant de commettre l'erreur de mettre les pieds aux États-Unis. Mais ce complot n'a en fait pas été conçu par les États-Unis. Tout a commencé comme un complot de trahison par l'un des propres fils d'El Chapo, Joaquín Guzmán López. Suite à l'extradition d'El Chapo vers les États-Unis en 2017, une guerre de territoire a éclaté pour déterminer qui prendrait la tête du cartel de Sinaloa. Les fils d'El Chapo, appelés Los Chapitos, ont déclaré que c'était leur droit de naissance. El Mayo, dont le travail avec leur père avait bâti le cartel actuel, croyait naturellement mériter d'être le nouveau chef. Lopez avait un plan astucieux pour écarter El Mayo, âgé de 76 ans, en 2024. Il attirerait le vieux baron de la drogue à El Paso, au Texas, dans un avion privé, en lui disant qu'il allait l'aider à acheter une propriété là-bas. Puis, il livrerait El Mayo aux autorités et les laisserait faire le sale boulot à sa place. Il y avait cependant un petit hic dans le plan de Lopez. Il avait gravement sous-estimé les forces de l'ordre américaines. Lorsque El Mayo et Lopez ont atterri sur le tarmac à El Paso, aucun d'eux ne repartirait jamais pour retourner dans son pays d'origine. Le duo et leurs hommes ont rapidement été arrêtés par les autorités américaines et ont plaidé coupables à une litanie de chefs d'accusation devant le tribunal fédéral du Texas. Dans l'une des rares interviews de sa vie secrète, El Mayo a confié que sa plus grande crainte était l'emprisonnement. Espérons que faire face à ses peurs ainsi sera une expérience formatrice pour lui. Mais l'arrestation d'El Mayo n'a pas vraiment entraîné la chute de tout un cartel. Notre prochain exemple, en revanche, 2. La capture astucieuse de Benjamin Arellano Félix, leader du cartel de Tijuana, un groupe criminel puissant malgré sa moindre notoriété comparée à d'autres cartels. Le groupe criminel fondé par la famille Arellano Félix a amassé des milliards en produisant et en trafiquant de la cocaïne vers les États-Unis. Mais 2 grandes victoires des États-Unis les ont laissés humiliés, réduits à l'ombre d'eux-mêmes. La première victoire fut la façon dont les méthodes de la Drug Enforcement Administration ont permis l'arrestation du célèbre chef de gang violent, Benjamin Arellano Félix. En tant que membre le plus âgé de ce groupe entreprenant de frères et sœurs du cartel, il était impliqué dans tout, du trafic à l'assassinat, étant même impliqué dans le meurtre de 1993 du cardinal Juan Jesus Posadas Ocampo. Son empire financier s'étendait à la fois au Mexique et aux États-Unis, lui donnant une forte emprise dans chaque pays. En d'autres termes, jusqu'à ce que la loi sur la désignation des barons étrangers de la drogue soit appliquée pour sanctionner le vieux Ben, gelant ses avoirs américains. Il est finalement entré dans la clandestinité, semblant introuvable à jamais. Mais la Drug Enforcement Administration avait encore un atout dans sa manche. La fille aînée de Ben était l'une des rares choses qu'il aimait inconditionnellement, même en tant que baron de la drogue impitoyable.
Sa fille, qui vivait avec sa mère et sa fratrie dans le sud de la Californie, avait également une malformation faciale rare et distincte, la rendant très facile à retrouver. Alors la Drug Enforcement Administration surveillait leurs allées et venues, surtout lorsqu'ils se rendaient à Tijuana pour faire un peu de tourisme. Évidemment, la fille ne pouvait pas rester éternellement séparée de son père bien-aimé. Lors de leurs retrouvailles, les fédéraux américains ont surgi et arrêté Ben. D'abord choqué, il a finalement accepté son destin et s'est rendu fatigué de fuir. Les États-Unis ont porté un nouveau coup au cartel de Tijuana en 2006. Son nouveau chef, Francisco Javier Aviano Félix, a été arrêté par les gardes-côtes américains en tentant de faire passer sa marchandise au large de la Basse-Californie. En 2016, ils étaient tellement affaiblis face à la montée en puissance du cartel de Sinaloa qu'ils ont été forcés de s'allier avec le cartel de la nouvelle génération de Jalisco et l'organisation Beltrán Leyva, les forces de Tijuana, se retrouvant tout en bas de la chaîne de commandement. En parlant du cartel de Sinaloa, 1. L'extradition de Joaquín El Chapo Guzmán. Le cartel de Sinaloa est l'un des cartels de drogue les plus dangereux et prospères de l'histoire du trafic de drogue. À leur apogée, les cartels engrangeaient entre 3 et 39 milliards par an, ce qui leur donnait le pouvoir d'opérer pratiquement en toute impunité. Pendant des décennies, ils ont fait passer de la drogue, assassiné des rivaux et des policiers, et corrompu les autorités chargées de les arrêter. Et le baron derrière tout cela était Joaquín El Chapo Guzmán, probablement le trafiquant de drogue le plus célèbre depuis Pablo Escobar et son cartel de Medellín en Colombie. Cependant, comme tous les empires, celui bâti par El Chapo au cours de sa vie a fini par s'effondrer. Il avait déjà prouvé son talent d'évasion au Mexique. Il s'est d'abord évadé de prison caché dans un panier à linge, puis s'est échappé à moto dans un tunnel souterrain creusé sous l'établissement pénitentiaire. Bien sûr, dans les deux cas, il avait des fonctionnaires corrompus dans la prison qui lui donnaient un coup de main. Tant qu'il restait au Mexique, le centre névralgique de sa base de soutien, il aurait toujours un moyen de s'évader, s'il le voulait. Lorsque l'acteur Sean Penn s'est rendu au Mexique pour interviewer El Chapo, pour une raison quelconque, les fédéraux mexicains l'ont suivi jusqu'au motel miteux de Los Mochis, où le baron de la drogue se cachait. Après son arrestation et l'épuisement de tous ses recours contre l'extradition, il a été envoyé par avion à New York pour y être jugé et condamné aux États-Unis. Le pire cauchemar du gangster mexicain. Il a été reconnu coupable de nombreux chefs d'accusation et passera le reste de sa vie à l'administrative Maximum Florence sans libération conditionnelle, coupant ainsi la tête du cartel de Sinaloa. Découvrez l'agent infiltré qui a passé 2 ans dans un cartel mexicain, ou regardez ceci à la place.